Le terme d'accent peut avoir plusieurs sens, dont deux nous intéressent ici. En phonétique, comme on l'a vu, il signifie la mise en relief d'une syllabe au sein de l'unité accentuelle. Dans ce cas, on parlera plutôt d'accentuation. Mais l'accent peut aussi signifier un ensemble de traits articulatoires, prononciation, intonation, etc., propres aux membres d'une communauté linguistique régionale ou sociale. Accent bourguignon ou faubourien, avoir un accent. Pour comprendre comment Ravel utilise l'accentuation à des fins humoristiques, il faut commencer par rappeler comment fonctionne l'accent en français. Nous avons vu dans la vidéo sur le rythme du français que dans cette langue, l'accent affecte systématiquement la dernière syllabe de l'unité accentuelle et qu'il joue sur la durée plus que sur l'intensité ou la hauteur, les syllabes inaccentuées étant plus courtes et relativement égales. Rappelons aussi que ni la place ni la durée de cet accent n'ont de valeur distinctive. Le français ne peut pas fabriquer deux mots de sens différents en jouant simplement sur la place ou la durée de l'accent. Par conséquent, tout déplacement de l'accent ou toute modification de sa nature acoustique devient en français un trait phonostylistique, susceptible d'expression. Si je dis l'humour prosodique, en montant et en forçant sur la syllabe pro, je fabrique un accent d'insistance pour attirer l'attention sur la nature de cet humour. Si je dis l'humour prosodique, en plongeant et en m'attardant sur cette même syllabe, je fabrique un accent alsacien. Quels sont les moyens dont dispose un compositeur pour noter une syllabe accentuée ? Prenons l'exemple de la phrase « De sa vigueur, chacun témoigne », qui comprend un accent secondaire sur « gueur » et un accent principal sur « moigne ». Ravel a commencé par jouer sur les valeurs. Les deux syllabes accentuées sont des croches, alors que les autres syllabes sont des doubles croches. Et attention, ce qui est double dans la double croche par rapport à la croche, ce n'est pas la durée, mais le nombre de crochets. Ravel a ensuite placé ces syllabes accentuées, la première gueur sur le temps fort, le début de la mesure, juste après la barre, la seconde moigne sur la partie forte du deuxième temps. C'est moins pour récupérer l'intensité de cette force, dont l'accent standard français n'a pas besoin, que pour éviter qu'elle ne confère un accent d'insistance à une autre syllabe. Enfin, la syllabe accentuée portant l'essentiel de l'inflexion mélodique du groupe accentuel, elle accuse souvent une rupture mélodique importante. Ici, un saut ascendant de 6 demi-tons, les unités correspondant aux touches d'un clavier, sur gueur, puis un saut descendant de 8 demi-tons sur moigne. La première vertu de l'humour ravelien étant de veiller à une parfaite intelligibilité du texte de Franc Nohain, puisque c'est là que réside la première ressource comique de l'œuvre, Ravel va surtout s'appliquer à respecter scrupuleusement cet accent standard, en donnant aux syllabes accentuées, et à elles seules, au moins 2 des éléments de notation décrits plus haut. Cela me coupe le souffle. Ceci dit, la ressource traditionnelle de l'humour prosodique, consistant à placer un accent sur une syllabe où il n'a aucune raison d'être, encore un décalage incongru, Ravel y souscrira parfois pour se moquer du poète Gonzalve, mais sans en abuser, car Ravel n'est pas Offenbach. Dans le premier air de Gonzalve à la scène 4, par exemple, il n'y a aucune raison d'accentuer l'article indéfini « un », de plus une voyelle nasale. Ravel l'affuble néanmoins d'une valeur longue, une noire pointée, l'équivalent de 3 croches environnantes, d'un crescendo sur la partie forte du deuxième temps et de la note la plus haute de la phrase, atteinte après un saut de 4 demi-tons.
Un peu plus loin, dans le même air, il n'y a à nouveau aucune raison d'accentuer la première syllabe du mot « demeure ». Elle se trouve néanmoins immobilisée par un point d'orgue, un temps d'arrêt pouvant être prolongé à volonté, après un saut ascendant de 4 demi-tons. Enfin, même un Alsacien ne pourrait pas mieux dire « Adieu, cellule, adieu, donjon » que ne le fait Gonzalve dans sa Ségédille de la scène 19. Adieu, cellule, adieu, donjon. Toujours à des fins humoristiques, Ravel a aussi sollicité l'accent dans le sens d'accent régional ou social. Un nouveau décalage d'ordre géographique cette fois, dont il s'est expliqué dans une interview pour le journal Commedia. Et je pense que le public ne sera pas fâché de faire connaissance avec une Espagne rigolote, une Espagne vue du haut de Montmartre. Le rôle du muletier Ramiro fut créé par Jean Perrier. Or voici ce que nous dit Ravel de cet acteur-chanteur dans le même entretien pour Commedia. Monsieur Jean Perrier est un comédien d'une souplesse étonnante. Son accent du boulevard de la Villette est drôle au possible. On peut entendre les voix de Jean Perrier et de Sacha Guitry dans un dialogue entre Jacques Valois et Robert Chapelle, extrait de Nono, une pièce de Guitry écrite en 1905. Robert, je voudrais te dire un mot. Oui, mon petit Francien. Alors, quelle idée tu as eu de la retenir, quand mon Dieu, elle partait si gentiment. C'était bien difficile, mais toi, ma place. Oui, évidemment. Alors, va. Voilà. Si par hasard mon père est inflexible. Oh, inflexible. Enfin, d'ailleurs, tu as raison. Envisageons tout. Dispose de moi. Veux-tu être tout à fait chic? Pendant mon absence, ne devrait-elle durer que 3 semaines, occupe-toi de Nono. Oh non, tout n'est pas ça. Veux-tu Oh, si je t'en prie, voyons, voilà de temps en temps. Oh, c'est bien délicat, ce que tu me demandes. Invite-la à dîner 2 ou 3 fois, je te rendrai tout ça en revenant. Demande-lui qui elle fréquente, parce que tout de même, c'est pas un ange. Évidemment. Je voudrais pas qu'on me la chique. Moi, j'y tiens, moi, à cette gosse. Mais je comprends ça, merci. Et puis alors, pour l'argent, voilà. Non, voilà. Pour qu'elle dépense pas tout d'un coup, je t'enverrai à toi 1000 francs tous les 8 jours. Bon. Si je peux faire plus, je le ferai. Oui. Puis tu les lui ferais parvenir. Mais écoute, tout ce que nous disons là est probablement inutile. Je veux croire que ça va s'arranger avec ton frère. En tout cas, de tout mon cœur d'ami, je le souhaite. Crois-le. Merci, mon vieux. Non, merci pas. C'est tellement naturel. Si tu emmènes Nono immédiatement. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ah oui. Il faut que je rentre vite, moi. Ben oui. Écoute, je vais encore te demander ça. Quoi? Peux-tu la reconduire ce soir? Oh, tu abuses un peu de moi. Ah, bon, ça aussi. Fais ça, mon Entendu. Merci. L'extrait figure à la suite d'un monologue de Sacha Guitry enregistré en 1943 dans le cadre d'une émission consacrée à ses débuts. Vous, je ne sais pas, mais moi, je n'ai rien trouvé de particulier à la façon de parler de Jean Perrier. En revanche, les phrases de Guitry dans son monologue préliminaire suivent très souvent le schéma intonatif du binôme continuation-finalité, avec une descente sur la syllabe grave finale rendue plus abrupte encore par un petit détour vers l'aigu sur la syllabe précédente. Continuation, finalité. Je suis auteur dramatique et je suis comédien. Je jouais sous le nom de Lorset et je gagnais 10 francs par jour. Je ne les méritais pas d'ailleurs, car voici ce que fut cette soirée mémorable pour moi. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Je me trouvais en coulisses, transi de peur et prêt à entrer en scène. C'est avec une seule moustache que j'entrais en scène. J'achetais pour cela une vingtaine de feuilles de papier Wattman et des crayons comptés. Mais le plus ressemblant de tous était mon père, évidemment. C'était le premier acte de Nono. Cette pièce, je l'ai faite en 3 jours. Et elle eut un destin que je ne soupçonnais pas. Personnage, Nono, Geneviève Guitry. Madame Veil, Suzanne Dantès. Jacques Valois, François Perrier. Jules, Noël Roquevert. Robert Chapelle, l'auteur. Et c'était ses débuts au théâtre, débuts éclatants. C'est François Perrier qui le joue aujourd'hui. Il ne fait pas oublier Victor Boucher, mais il y fait penser, ce qui est déjà bien beau. Or, ce schéma est particulièrement fréquent dans la bouche de Ramiro, comme le montrent toutes ces phrases extraites de la scène 1. Muletier du gouvernement, en conséquence de mon office, emporter les colis postaux
C'est un bijou de famille, car elle fut sauvée des cornes de la mort, le préserva du coup de corne. C'est à présent la montre qui s'arrête. J'ai aussi trouvé sur YouTube une archive de France Culture intitulée « Écoutez l'accent parisien en 1912 ». 1912, un an après la création de l'heure espagnole. Il s'agit du premier enregistrement effectué pour tenter de garder une trace du parler parisien. L'homme interrogé est un tapissier du 14e arrondissement, au sud de Paris, qui entend pour la première fois sa voix et qui est tout étonné de se découvrir une voix aussi traînarde, comme s'il était de la Villette, au nord de Paris, où cela devait donc être bien pire. C'est ça que c'est bien votre voix. Ah, c'est parfait, c'est même très curieux. C'est très drôle. Il me semble même que c'est extraordinaire que j'ai une voix aussi traînarde. Jamais je l'aurais cru. Vous savez, on ne s'entend pas, absolument. Je ne sais pas une voix traînarde, vous avez tout simplement l'accent de Paris, c'est justement ça que je veux enregistrer. Enfin, aujourd'hui, j'en suis convaincu. Bien des gens m'ont dit des fois, il traîne ce garçon dans sa conversation. Ben, je disais non, pourtant, il me semble que c'est tout naturel. Mais alors là, vous savez, c'est un accent absolument presque de la Villette, on dirait. La Villette. Alors ça devient peut-être un peu en exagération. Tandis que là, moi, je cause naturellement, et quand j'écoute, il me semble que j'exagère, c'est ce qui me fait rire. Ça, je suis bien content, vous savez, d'avoir jugé, et ça m'a bien intéressé. Eh bien, je vous remercie de vous être prêté à l'expérience. De rien. Cette façon de traîner sur la syllabe préaccentuelle, qu'on entend aussi un peu chez Guitry ou chez Poulenc. La détermination. Elle était à nos côtés. Ravel la met pour 2 répliques dans la bouche des occupants de l'horlogerie de Tolède. Torquemada. Voilà qui va des mieux, voilà qui va des mieux. Et Conception. Celle-ci est peut-être un peu... Avant d'aborder l'humour lié à l'intonation, il me reste à vous parler du débit, qui, comme l'essentiel de l'accent, relève du rythme. Comme je vous l'ai dit à propos du rythme du français, vu le nombre de syllabes qu'il peut mettre dans un temps et le nombre de temps qu'il peut mettre dans une minute, un compositeur peut varier ses débits à l'infini. Dans l'heure espagnole, si Ravel donne 26 indications de tempo, le nombre de temps par minute, pour l'ensemble de la partition, il donne jusqu'à 28 indications d'agogiques pour les seules 2 minutes 50 que dure la scène 17, celle où Conception laisse éclater sa colère face à ses amants incapables, soit une toutes les 6 secondes. Voilà qui lui permet déjà de suivre avec beaucoup de finesse le comportement de ses personnages de comédie, en soulignant par exemple le souffle court de Ramiro au moment où il soulève l'horloge farcie de Gonzalve. C'est seulement que l'on dirait que ça ballotte. Comme ressource comique propre, le débit joue surtout sur l'exagération. À une extrémité, le débit vraiment lent est une caricature du style lyrique de Gonzalve. Adieu cuirasse et morions, qu'au chevalier qui allait dire sa dame. À l'autre extrémité, le débit vraiment rapide est une caricature de l'impatience croissante de Conception. Le muletier va revenir. Si le muletier revenait, le muletier va revenir dans un instant. Mais Ravel utilise aussi le principe du contre-emploi. Il s'amuse à investir de la même solennité, débit lent et diérèse, l'horloger Torquemada, quand celui-ci part accomplir sa noble mission municipale pour mieux se faire cocufier. L'heure officielle n'attend pas. Et il donne à Gonzalve un débit de canto buffo quand celui-ci revient en courant à son asile opportun au moment du retour de l'horloger. Pour nous éviter le souci d'explications sans charme, regagnons au plus vite un asile opportun. Les exemples précédents sont extraits du CD enregistré en 2023 par l'orchestre Les Siècles et son chef François-Xavier Roth, avec les voix d'Isabelle Druet, Conception, Loïc Félix, Torquemada, Julien Bert, Gonzalve, Jean Tedjean, Don Inigo et Thomas Dollier, Ramiro.
Et ne manquez pas de retrouver Isabelle Druet, Loïc Félix, Thomas Dollier et les siècles, rejoints par Benoît Rameau, Nicolas Cavalier et Adrien Perruchon, dans la vidéo captée en juin 2024 au Théâtre des Champs-Élysées et visible sur YouTube à l'adresse figurant dans la description. S'il doit beaucoup à la gestion des E caducs et à celle de l'accent, l'humour prosodique de Ravel dans l'heure espagnole tient avant tout à sa gestion de l'intonation, un aspect méconnu de son écriture mélodique que j'aurai le plaisir de vous présenter la semaine prochaine. À bientôt dans la musique des langues.